Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du conséquentialisme. C'est une doctrine morale qui, comme son nom l'indique, utilise les conséquences pour déterminer si une action est bonne ou mauvaise. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà vu que les conséquences d'une action sont incertaines. Cependant, cela ne veut en aucun cas dire que nous ne pouvons rien estimer. Il existe des conséquences plus ou moins probables que d'autres, ce qui signifie que ne pas en tenir compte revient à accepter comme plus ou moins probable un certain état du monde. Mathématiquement, nous pouvons dire que telle ou telle action sont peut-être incertaines, mais n'ont pas les mêmes espérances, et il est préférable de maximiser son espérance. Ici, je prends l'exemple de l'espérance, basé sur la moyenne, mais nous pourrions faire le même raisonnement avec d'autres indicateurs comme la médiane ou le mode. Nous tenons donc compte des conséquences. Cependant, il existe deux manières de le faire. La première est de s'occuper des conséquences réelles, alors que la deuxième des conséquences probables. Pour savoir lequel choisir, il faut se rappeler que nous cherchons une morale prescriptive qui dicte les conduites morales, ce qui signifie qu'il est nécessaire de savoir, avant de faire l'action, a priori, sa valeur morale. Nous ne voulons pas d'une morale qui ne nous dit pas ce que nous devons faire, mais qui après chaque action nous dit si nous avons agi de manière morale, ce qui signifie qu'il ne faut tenir compte que des probabilités avant que l'action se soit produite, et jamais des faits contingents. Il n'est pas pertinent de juger a posteriori une action, il faut la juger avec les données de l'époque. Cependant, il ne faut pas croire que les faits contingents n'ont aucun impact, car si l'état du monde nous amène à assigner certaines probabilités aux événements, les nouveaux faits nous permettent de modifier nos probabilités pour nos futures actions. De plus, le conséquentialisme postule qu'il existe des états du monde meilleurs que d'autres, et donc une action amenant à améliorer l'état du monde est moralement bonne et une action diminuant l'état du monde est moralement mauvaise, ce qui signifie qu'il faut déterminer un ensemble de critères permettant de discriminer les bons des mauvais états du monde. Le critère le plus usuel est de maximiser la quantité de bonheur ou de plaisir et minimiser la quantité de malheur ou souffrance. Ceux l'utilisant sont appelés utilitaristes, dont le premier est Jeremy Bentham. Savoir quel critère utiliser peut sembler être un choix arbitraire. Cependant, parmi les êtres sentients, qui ressentent notamment des stimuli négatifs comme la souffrance et des stimuli positifs comme le plaisir, par définition, les stimuli négatifs sont à fuir et les stimuli positifs à chercher, ce que fait l'utilitarisme. Donc, parmi les êtres sentients, le choix utilitariste n'est pas si arbitraire. Or, nous sommes des êtres sentients. Dans cette morale, l'ensemble des êtres ayant les droits et l'ensemble des êtres ayant les devoirs n'est pas le même. Le premier est l'ensemble des êtres pouvant ressentir le malheur, souffrance ou le bonheur, plaisir, c'est-à-dire les êtres sentients, et le deuxième est l'ensemble des êtres rationnels, c'est-à-dire ceux capables de faire les calculs utilitaristes. Au contraire du déontologisme qui a permis à Kant de justifier ses convictions morales, quand bien même aujourd'hui elles nous semblent problématiques, Bentham a eu des convictions contre son temps avec l'utilitarisme. Il a par exemple défendu le droit à l'homosexualité, dans la mesure où pour les personnes homosexuelles, ce droit augmente leur bonheur, alors que pour les autres, cela ne change pas grand-chose à leur bonheur. Donc le bonheur est maximisé en acceptant l'homosexualité. En général, les droits des minorités sont défendus par l'utilitarisme lorsque les conséquences sur la majorité sont négligeables. Donc, l'utilitarisme a été une théorie dont on s'aperçoit rétrospectivement qu'il était intéressant de suivre. Donc, en regardant cela, nous pourrions vouloir suivre l'utilitarisme là où notre morale intuitive n'est pas encore d'accord. Une des difficultés de l'utilitarisme est de construire la fonction d'utilité, c'est-à-dire la métrique permettant de juger les actions. Entre une action créant uniquement de la souffrance et une autre du plaisir, il n'y a pas de problème. Mais dans un cas plus réaliste, où les actions ont des parties positives et des parties négatives, alors il faut pouvoir les discriminer. Considérer qu'il faut maximiser le bonheur sans tenir compte du malheur, ou minimiser le malheur sans tenir compte du bonheur, ou maximiser la somme des bonheurs, ou maximiser la moyenne des bonheurs, crée des théories morales totalement différentes, ce qui rend la théorie difficilement prédictive. De la même manière que la théorie des cordes vivant dans un monde en dimension 10, une de temps, 3 d'espace classique et donc 6 d'espace que l'on ne connaît pas, le choix de cet espace de dimension 6 est mathématiquement peu contraint, et changer l'espace change la théorie, ce qui rend la théorie peu prédictive. Or, l'intérêt d'une théorie morale prescriptive est d'être prédictive. Une méthode permettant de simplifier ce problème est de considérer le bonheur et le malheur en même temps, en considérant qu'un bonheur négatif correspond à du malheur, et donc en ayant du bonheur positif ou négatif, nous considérons les deux en même temps. Un bonheur nul correspondrait au cas où nous sommes autant malheureux que heureux. Pour simplifier, nous pouvons considérer que pour un bonheur nul, la vie et la mort sont équivalentes. La mort ne devient préférable à la vie que lorsque le bonheur est strictement négatif. Pour considérer le bonheur et le malheur simultanément, ce choix est pratique, bien que cela ne précise pas la métrique. Faut-il considérer la somme, la moyenne, la médiane, le mode ou une fonction encore plus compliquée?
Cependant, le fait que l'utilitarisme soit peu prédictif n'est pas le principal défaut de cette théorie. Dans l'utilitarisme, il semble systématiquement exister une conclusion répugnante de par fit. Pour le comprendre, regardons la figure suivante. L'abscisse, l'horizontale, correspond au nombre d'individus et l'ordonnée, la verticale, le bonheur de la population. La ligne grise correspond à un bonheur nul. Donc, tout être ayant un bonheur plus grand souhaite vivre. Examinons la figure. Dans cette vidéo, nous allons décrire la figure d'un point de vue rigoureux, mais pour les personnes ne comprenant pas l'abstraction mathématique, pour suivre le raisonnement, il suffira de regarder les figures sans tenir compte des valeurs algébriques. La population A correspond à une population de taille n et de bonheur B. La population B correspond à deux populations, l'une de taille n et de bonheur B, et une autre de taille n et de bonheur alpha B, avec alpha entre 0 et 1 pour que alpha B soit entre 0 et B. La population C correspond à deux populations de taille chacune n et de bonheur B', supérieure à la moyenne de B de alpha B, mais inférieure à B. La population D correspond à une population de taille 2n et de bonheur B'. Il est assez évident que les populations C et D sont équivalentes, la délimitation entre les populations pouvant être arbitraire et donc sont autant préférables d'un point de vue moral. Par définition d'un bonheur nul, il semble indéniable que B soit préférable à A, dans la mesure où dans les deux cas, nous avons une population de taille n et de bonheur B, mais qu'en plus, dans le cas de B, nous avons une population de taille n et de bonheur positif, donc dont la vie est préférable à la non-existence. Cette affirmation faisant partie de l'utilitarisme, car une personne non utilitariste qui considère que les inégalités sont un mal en soi pourra préférer A à B. Pour comparer B et C, aussi bien si l'on prend la somme de bonheur que la moyenne de bonheur, équivalent dans ce cas car les populations sont de même taille, nous en concluons par construction que C est préférable. Pour récapituler, nous avons dit que D est équivalent à C, qui est préférable à B, qui est lui-même préférable à A. Donc si l'utilitarisme est transitif, ce qui semble important pour une théorie cohérente, alors D est préférable à A, ce qui signifie qu'une population plus importante et moins heureuse est préférable. Ici, en prenant alpha proche de 0, alors nous ne pourrons pas avoir mieux que B' proche de la moitié de B. Pour majorer, prenons B' est égal à 3B sur 4. Cependant, nous pouvons faire exactement le même raisonnement et avoir une population de taille 4n et de bonheur 9B sur 16 et ainsi de suite. Nous pourrons multiplier le bonheur par 3 quarts à chaque étape, et donc une population de taille n et de bonheur B sera moins importante d'un point de vue utilitariste qu'une population de taille kn et de bonheur 3 quarts à la puissance kb. Peu importe k, ce qui correspond à une suite géométrique qui tend vers 0 car la raison de la suite est 3 quarts qui est compris entre 0 et 1. On en conclut qu'une population infiniment nombreuse avec un bonheur presque nul, c'est-à-dire une population infiniment nombreuse et un niveau de vie à peine supérieur à la mort, est préférable, dans un cadre utilitariste, à une population peu nombreuse et heureuse. Ce qui semble inacceptable, c'est ce résultat qui est la conclusion répugnante de Parfit. Il y a plusieurs manières pour ne pas avoir cette conclusion. La première est de considérer que la métrique doit être plus complexe que la somme ou la moyenne, ce qui complique beaucoup la théorie et risque de la rendre extrêmement difficile à être prédictive. Mais même dans ce cas, il faut faire attention car la conclusion répugnante de Parfit pourrait apparaître quand même. Une autre possibilité serait de considérer que les préférences ne sont pas transitives, ce qui paraît étrange lors de raisonnements cohérents. Pour le comprendre, imaginons que je préfère A à B, B à C et C à A, et que mes préférences soient suffisamment fortes pour que je préfère payer 1 centime d'euro pour changer. Si initialement je suis dans la situation A, alors je paye pour être dans la situation C. Mais dans ce cas, je paye pour être dans la situation B. Mais à ce moment, je suis prêt à payer pour être dans la situation A. Donc j'ai dépensé 3 centimes d'euros pour rien. Mais le pire est que théoriquement, vu mes préférences, je pourrais continuer ainsi et donc dépenser une quantité faramineuse d'argent pour toujours retourner à la situation A, c'est-à-dire pour rien. Il est indéniable que les êtres humains ne sont pas parfaitement rationnels, mais qu'ils ont pléthore de biais cognitifs. Et donc, nos intuitions ne sont pas transitives. Cependant, avec l'exemple plus haut, nous voyons en quoi une théorie non transitive est incohérente, et donc une théorie morale non transitive peut être descriptive mais pas prescriptive. Nous pouvons conjecturer que tous les conséquentialismes ont une conclusion répugnante, de la même manière que l'utilitarisme. Considérer qu'il existe une quantité à maximiser risque d'amener à des conclusions répugnantes qui maximisent tout de même la quantité, à moins peut-être d'avoir une très grande quantité de paramètres à maximiser. Cependant, cela rend encore une fois la théorie extrêmement peu prédictive et donc stérile. Il existe un autre problème au sein de l'utilitarisme connu sous le nom de monstre d'utilité. Imaginons qu'un individu arrive à convertir les ressources en utilité, par exemple du bonheur, de manière extrêmement forte par rapport aux autres êtres humains.
Dans ce cas, si on a le choix entre lui donner une quantité de ressources ou la donner à n'importe qui d'autre, alors pour maximiser l'utilité, il faut absolument donner les ressources au monstre d'utilité. Cependant, en faisant cela, à grande échelle, ce monstre d'utilité aura quasiment tout pour lui alors que les autres auront juste le nécessaire pour survivre assez pour apporter des ressources au monstre d'utilité. Sauf que cette situation entre en conflit de manière très intense avec nos intuitions morales. Cette expérience de pensée reste tout de même à relativiser, car en pratique, un tel monstre d'utilité ne devrait pas exister, puisque les études sur la psychologie indiquent que plus nous avons de ressources, moins chaque ajout de ressources est plaisant. Donc, en pratique, les partages plutôt équitables sont préférés par l'utilitarisme par rapport au cas où une petite partie de la population s'accapare les ressources pour leur confort personnel. Une autre difficulté avec l'utilitarisme correspond aux demandes inacceptables. En philosophie morale, il existe des actions que l'on considère inacceptables. Par exemple, tuer un enfant pour le plaisir sans aucune autre raison. Cependant, l'utilitarisme peut accepter ce genre de demande. Par exemple, si on imagine que suffisamment de personnes auraient un petit plaisir à regarder à la télé le meurtre de cet enfant, dans ce cas, l'utilitarisme pourrait considérer que c'est la bonne action à faire car ce serait l'action maximisant le bonheur général. Notre intuition considère qu'il doit exister des demandes telles que l'on ne se pose même pas la question de savoir si elles sont acceptables. Or, l'utilitarisme est aveugle, a priori tout est acceptable. En pratique, c'est vrai qu'il semble peu crédible qu'un nombre suffisamment grand de personnes souhaitent voir ce type de meurtre. Donc, en pratique, l'utilitarisme dira que ce meurtre est inacceptable. Mais pour les détracteurs de l'utilitarisme, rien que le fait d'accepter que dans un monde alternatif, les demandes inacceptables peuvent être acceptées, témoigne que l'utilitarisme ne peut pas être la bonne théorie morale. Cependant, cette vision amène à la question du réalisme moral. Est-ce que la morale a une existence propre? Est-ce qu'il existe une bonne théorie morale objectivement parlant? Nous n'allons pas étudier la question ici, mais il faut se rendre compte que la dernière critique de l'utilitarisme est valide lorsque l'on est réaliste par rapport à la morale, mais pas nécessairement lorsque l'on est anti-réaliste par rapport à la morale. Dans ce cas, on peut tout à fait accepter qu'il n'existe pas de théorie morale parfaite et qu'il faut choisir la meilleure théorie morale dans les cas réalistes. Mais pour un réaliste moral, l'utilitarisme peut tout de même persister, car le réaliste moral considérera que l'utilitarisme n'est pas la théorie parfaite, mais pourra considérer que dans les cas crédibles, elle est suffisante. De la même manière que la relativité générale est une meilleure théorie gravitationnelle que celle de Newton, sur Terre, celle de Newton n'a aucun problème. Et tant que nous n'avons pas la théorie parfaite, il faut se satisfaire des théories effectives. Un autre problème autour de l'utilitarisme correspond à la machine à expérience de Robert Nozick. Dans cette expérience de pensée, on imagine des extraterrestres pacifiques et beaucoup plus avancés que nous technologiquement qui viennent sur Terre et proposent à chaque humain un bonheur extrêmement grand, sans contrepartie et sans perdre son libre arbitre. Dit de la sorte, quasiment tout le monde est intéressé puisqu'on désire bien évidemment le bonheur. Imaginons que vous acceptiez d'aller voir la proposition de plus près. Vous arrivez proche de leur vaisseau et ils vous expliquent qu'il faut entrer dans des machines qui vous mettent en état de sommeil et grâce à des électrodes, ils vont vous faire éprouver des expériences les plus adaptées à votre bonheur. Est-ce que vous accepteriez d'entrer dans la machine? Si la réponse est non parce que vous ne voulez pas abandonner votre famille ou que vous ne faites pas confiance à ces extraterrestres, imaginons que votre famille et vos amis prennent la même décision que vous et donc vous ne pouvez pas les abandonner, et imaginons que vous leur fassiez confiance pour cette expérience de pensée. Donc, avec ces subtilités, est-ce que vous entrez dans la machine à expérience de Nozick? Si la réponse est oui, c'est que vous trouvez que le bonheur est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Alors que si vous avez répondu non, c'est que vous pensez que le bonheur n'est pas la chose la plus importante. Or, en pratique, la plupart des gens n'entrent pas dans la machine, ce qui signifie que la plupart des gens ne pensent pas que le bonheur est la chose la plus importante. Ce qui est un très gros problème de l'utilitarisme qui suppose que le bonheur est unanimement l'objectif de toute vie. Donc si cette hypothèse est fausse, une morale conséquentialiste basée sur le bonheur n'est pas légitime à s'imposer à tous. Dans cette expérience de pensée, il est courant de dire que le bonheur doit se mériter, et le fait de vivre une vie est plus importante que du bonheur dans une vie simulée. L'attache au réel passerait avant le bonheur. Sauf que pour tester cette hypothèse, on peut faire l'expérience de pensée inverse. Imaginons qu'une fenêtre Windows s'ouvre dans votre champ de vision en vous expliquant le principe de la machine à expérience et en vous disant que cela fait 1 mois que l'on vous a effacé la mémoire et que vous êtes dans la machine à expérience. Pour le bien de cette expérience de pensée, supposons que votre dernier mois était très plaisant à vivre. À ce moment, la machine vous demande si vous souhaitez poursuivre votre vie simulée et heureuse ou retourner à votre vie réelle. Si vous voulez rester dans la machine, on vous effacera la mémoire liée à la fenêtre pop-up pour que vous gardiez l'illusion d'une vie réelle. Et si vous voulez sortir, on vous fera retrouver la mémoire de votre ancienne vie, celle qui vous a fait accepter d'aller dans la vie simulée. Dans ce cas, que choisissez-vous? En général, les personnes choisissent de rester. La peur de l'inconnu est trop forte.
Cependant, le choix de l'inertie est donc celui préféré, que l'on soit dans ou hors de la machine. Ce qui semble signifier que pour la majorité, ce n'est pas le désir d'avoir une vie réelle qui compte, mais c'est la peur du changement qui dicte nos choix. Cependant, cela correspond au biais du statu quo. La peur du changement peut nous faire persister dans nos erreurs. Par exemple, cela fait 30 ans que l'on sait quelles sont les conséquences d'une inaction climatique. Et pour l'instant, les comportements n'ont pas changé à la hauteur du défi, et cela en grande partie à cause du biais du statu quo. Donc, la machine à expérience de Nozick permet de douter que la majorité privilégie toujours le bonheur, ce qui est contrariant par rapport à une morale basée sur la maximisation du bonheur. Mais les utilitaristes peuvent vouloir sauver leur théorie en disant que cela est dû au biais cognitif des personnes, mais qu'en réfléchissant rationnellement, l'utilitarisme serait correct. Au contraire du déontologisme, l'utilitarisme est une théorie pouvant répondre à des dilemmes moraux. Le déontologisme s'abstient souvent de répondre. L'exemple le plus fameux est celui du tramway. Imaginons que 5 personnes sont sur une voie de tram sans regarder vers le tramway et qu'une personne est sur une autre voie. Pour l'instant, le tramway va aller vers les 5 personnes, mais il y a une manette pour faire changer de direction pour aller vers la personne seule. Si les freins du tramway sont cassés et qu'il n'est pas possible de prévenir les personnes sur les rails, que faut-il faire? Laisser les 5 personnes mourir ou agir en les sauvant mais en condamnant une personne? Et tout cela en ne connaissant rien des 6 personnes et de leur utilité dans la société. Un utilitariste, voyant que les conséquences sont meilleures s'il n'y a qu'une personne qui meurt plutôt que 5, il va dévier le tramway. Pour l'instant, cette intuition morale peut être partagée par beaucoup. Mais on peut légèrement modifier le problème en supposant qu'il n'y a qu'une seule voie allant sur les 5 personnes, mais que nous sommes sur un pont avec une personne suffisamment grosse pour arrêter le tramway. Donc, on a maintenant le choix entre laisser les 5 personnes mourir ou pousser la grosse personne en le condamnant, mais pour sauver les 5 personnes. En supposant qu'il est certain que la personne grosse arrêtera le tramway, d'un point de vue utilitariste, les conséquences semblent être équivalentes à précédemment. Cependant, intuitivement, ce n'est pas du tout le cas. L'action fait maintenant mourir une personne qui n'avait pas pris de risque en étant sur les voies du tramway. Donc ici, l'utilitarisme sacrifie l'individu seul, alors que beaucoup vont penser que nous n'avons pas à agir de la sorte. Nous sommes allés trop loin. Nous voyons donc que l'utilitarisme est une théorie dont la base est extrêmement simple, intuitive et paraît même désirable, notamment en regardant l'évolution des intuitions morales par rapport aux minorités. Cependant, cette théorie peut devenir très difficilement prédictible, car il faut définir la fonction d'utilité, et elle a des conséquences qui entrent fortement en conflit avec nos intuitions morales, comme dans de rares cas l'acceptation de demandes inacceptables, comme la possibilité de tuer un enfant innocent, et sur des cas où l'intuition morale est extrêmement forte, comme sacrifier une personne qui n'avait pas pris de risque pour le bien commun.